Donc, afin de terminer notre approfondissement sur le deuxième paragraphe de Oroth Israël, on a dit chapitre 2, nous abordons une dimension supplémentaire. Je me permets de rappeler ce qui doit être retenu, encore une fois, dans ce rapport à la Torah. Quel est l'objectif? Nous avons indiqué l'objectif de la sagesse est d'être un être profondément attaché au bien par le biais de la Torah. Par conséquent, quand je vais, pour le coup, étudier la Torah, eh bien, en amont, il y a quelque chose qui s'élève en moi, qui doit être réparé en moi pour pouvoir acquérir cette Torah. C'est pas? C'est la première dimension. Et ensuite, après l'étude, eh bien, à plus ou moins long terme, il y a aussi une transformation de mon être grâce à cette étude. Mais donc, si j'étudie la Torah dans une volonté d'accéder à, je ne sais pas, à une connaissance quelconque, eh bien, ça n'aura pas forcément l'impact moral que nous souhaiterions. C'était sur cette base-là que nous avions traversé ces dernières semaines les différents points que nous avons évoqués. Encore une fois, le bien, donc Akadosh Baruch Hu, donc l'unité, donc l'absolu. Maintenant, il y a un ouvrage qu'il faudrait étudier en profondeur, bien évidemment, qui s'appelle Oroth Torah, écrit, bien évidemment, par le Rav Kook, sur ce rapport à l'étude de la Torah, sur ce rapport à la Torah orale, la Torah écrite, sur ce rapport à la Torah d'Eretz Israël et la Torah d'exil, etc. Et aussi sur le rapport à l'étude de la Torah pour le coup, avant de reprendre notre troisième paragraphe dans Oroth Israël. Alors, on dit le Rav, vous voyez, dans troisième paragraphe, donc Perek Bet, le deuxième chapitre, quatrième strophe, quatrième paragraphe de Torah, ce qu'on appelle Torah Lishma, étudier la Torah pour la Torah elle-même. On peut trouver énormément de raisons qui vont éventuellement être la motivation pour étudier la Torah. C'est-à-dire que d'être honoré, par exemple. Je vais me faire de l'argent. Je vais être, je ne sais quoi. Je pense qu'en étudiant la Torah, on va gagner la guerre, par exemple. Et ça dira le Rambam, dans l'occurrence, dans Ilchot Avodah Zarah, sur les lois d'idolâtrie, que celui qui étudie la Torah pour avoir une sorte de bouclier face à la guerre est un idolâtre. C'est le Rambam. Arshad. Et donc, notre objectif, clairement, c'est d'étudier la Torah pour la Torah. Torah, l'ishma, l'shem à Torah, ou au nom d'Akadosh Baruch Hu. Echad me'adrachim. Chez Essek à Torah l'ishma, comment est-ce qu'on accède à cela? Il y aura un des chemins pour arriver à ce rapport à la Torah qui soit profondément désintéressé, mais uniquement pour l'intérêt de la Torah elle-même. Les Hachir et Knesset Israël bekochot ruchanim gdolim. Ce cheminement qui va amener au peuple juif l'âme de la nation hébraïque d'être enrichi de manière extraordinaire, d'être enrichi spirituellement de manière extraordinaire. Mais kol ma shemit rabbe or à Torah, plus la lumière de la Torah va luire, va résigner, va être présente. Ve'aima chibata ve'gvoda. Belev echad mi-Israël. Que en chacun du peuple juif, dans cette unité du peuple juif, il y a cette lumière intense qui est la lumière de la Torah qui jaillit. Comprenez quelque chose de fondamental. Quand nous étudions la Torah, nous étudions la parole d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, puisque nous y sommes intimement rattachés, donc, ça ne veut pas dire que on ne va pas automatiquement être plus élevé, être plus honoré peut-être. Mais ce n'était pas la motivation, ce n'était pas le but. On se rappelle du verset Et Hashem Tiraou, d'avoir de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi est-il écrit Et Hashem Tiraou? Et, comme rappelle Rabbi Akiva, c'est pour abonder, accroître le nombre, en nombre. Et donc, dit Rashi, Et Hashem Tiraou, comment est-ce qu'on accède à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu? Par les rabbot Talmidei Chachamim. Plus il y a des Talmidei Chachamim, et plus on a un profond respect à leur égard, plus la Torah, illumine le monde. C'est pas d'abord Israël, puis le monde. C'est ça qu'on dit. Arrête, à Koach Haïsodi chez la Ouma,
mitrazek ou mitametz. La force fondamentale de la nation se développe et se renforce. Elle se développe pourquoi? C'est l'épine dorsale. Plus on a une épine dorsale qui est en bonne santé, j'ai envie de dire, plus on est droit, plus on se tient droit. Mais plus malheureusement on a une épine dorsale qui est en mauvaise posture, ben on est bossu. Ve neshama, après, mais en fait c'est un leurre, vous savez. On n'est pas bossu en vrai, c'est un déguisement. En fait, on est Lagardère. Voilà. Ve'aneshama apratit shel ze aish. Donc cette âme qui est inhérente à l'individu, apoel beracha klalitzu. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir quand on va parler du troisième paragraphe dans Oroth Israël. Il y a on va dire une âme individuelle qui va agir et qui va apporter une bénédiction globale, générale. Comment c'est possible? Comment est-ce que ma petite personne va avoir une influence sur l'entité tout entière? Pourquoi? Imitzad atzma, gamken mitgadelet ou midaderet. Cette neshama, elle aussi, elle grandit. Donc, je n'ai pas compris. Qui grandit grâce à qui? Est-ce que c'est le peuple qui s'en veut renforcer parce que l'individu qui compose ce peuple, eh bien, a une influence sur lui? Ou au contraire, c'est la grandeur du peuple qui rejaillit sur mon individu? Volontairement, je ne réponds pas à la question pour le moment. Mais vous comprenez la problématique. En tous les cas, cette neshama, mishtalemet, se complète, s'émerveille, mitpaeret, be anafim, rabim verananim. Elle a des ramifications extraordinaires qui vont se rattacher à elle parce qu'elle-même est forte, cette neshama. Ou meshalachat shorashim, et donc, eh bien, elle commence à à s'enraciner dans énormément de terrain. L'agdil Torah ve'yadira. Ce que nous voulons, c'est accroître la présence de la Torah. Comment on fait? Eh bien, on fait en sorte que dans chaque domaine de la vie, on a des misotes à faire. Ce qui nous permet de voir la grandeur de la Torah partout. Et donc, la Torah prend, j'ai envie de dire, son nom authentique, l'arbre de la vie. Elle s'enracine, elle est rattachée à la racine même de la base, j'ai envie de dire, de l'essence même de la création. N'oublions pas un petit détail qui n'est pas négligeable. Quand Akash Baruch Hu a façonné le monde, Yom Echad, Sheni, premier, deuxième jour, etc., et Yom Ha-Shishi. C'est important de s'en rappeler. Le sixième jour, tel qu'il est indiqué, il n'est pas écrit 6, mais le sixième. Sous-entendu, de quel Shishi on parle? Du Sivan, le moment où Akash Baruch Hu rencontre Am Israël au Har Sinaï. D'accord? Le monde a été façonné pour qu'il y ait cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, pour qu'il y ait la Torah qui soit donnée. 930 générations avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose, de pouvoir donner la Torah à quelqu'un. Qui va prendre la Torah? Moshe Rabbeinu. Mais il attend que ça, entre guillemets, qui est le Am Israël qui soit prêt à révéler cette unité avec le Créateur. Donc, quand on étudie la Torah, bah, justement, on a ce privilège d'être attaché à l'absolu. Pourquoi est-ce qu'il est coutume de dire que seul celui qui étudie la Torah est vraiment libre? Parce que justement, il dépasse les limites du temps, les limites de l'espace qui sont du monde dans lequel nous vivons. Il est Ben Chorin, n'est-ce pas? C'est la Torah, elle a cette dimension-là de permettre à l'homme d'être profondément libre. À Torah, Macht frei. C'est une blague que j'adore faire parce que ceux qui ont la référence savent exactement à quel point c'est terrible. On étudie en ce moment? Pardon? Est-ce qu'on étudie en ce moment? Est-ce qu'on étudie en ce moment? Nous. On étudie pour être libre, étudier la Torah. Oui. Oui. C'est d'études qu'on fait. Petites. Comme tu le dis,
tout doucement, tout doucement. La Torah, c'est quand on fait un shiur, comme on dit mes maîtres à chaque fois, un shiur, c'est une mesure. Oui, C'est un shiur, c'est c'est bien. un cours. En hébreu, c'est des shiur, n'est-ce pas? Shiur, c'est une petite mesure. C'est un petit soupçon, un petit quelque chose. Un petit gramme. Mais peu importe. La réalité, c'est qu'encore une fois, tout est petit en fonction de la personne. Non, on est toujours plus grand que quelqu'un d'autre et plus petit que quelqu'un d'autre. Comme j'ai coutume d'expliquer, le seul qui peut réellement être orgueilleux et qui a le droit de l'être, qui gaoga, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a aucun comparatif avec lui. Mais toute personne que nous sommes, on sera toujours plus intelligent que quelqu'un et François Pignon de quelqu'un d'autre. Donc on avance. Chez Kefi Taharata. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que plus justement on va avoir ce lien à la Torah qui va se vouloir pur, authentique, désintéressé, vigoureux, Taharata, Gvuata, Takir, Vetachush, et Omek Noam Ta'amam Shel Achaim, à Me'usharim Olalou, de reconnaître cette vie profondément heureuse et sereine à laquelle on appartient. Qu'est-ce que c'est que Me'ushar? Comme il est important à chaque fois de le signifier, c'est Le'acher et Tatsmi. Je m'autorise à. Je suis en cohérence, je suis en cohésion avec moi-même. C'est à ce niveau-là où je suis Me'ushar, où je suis heureux, où je suis serein. D'accord? Donc, on reconnaît l'essence même. D'accord. זה אותו עיקר. מה שהוא אמר. זה אותו עיקר. מה זה אושר? מה זה אושר? זה אותו שורש. C'est quoi אושר? Ça vient de... C'est pareil. C'est לאשר את עצמי. בסדר? Donc, plus on a ce rapport à la Torah, ce qui veut dire que si effectivement on étudie la Torah et que, eh bien, on ne saisit pas la sérénité, le bonheur que cela nous procure en étudiant la Torah, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment, on n'est pas encore suffisamment libéré. Chaim meusharim. Ah, c'est pluriel, Michel. Parce que c'est la vie. La vie, c'est un pluriel. Donc, quoi c'est La vie heureuse, la vie sereine. C'est ça? Chaim, c'est un pluriel en hébreu, tu te rappelles? Oui, Donc, automatiquement, Chaim meusharim alalou. Tu accèdes à cet authentique bonheur, à cette authentique sérénité. Pourquoi? Parce que tu es rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas rattaché à une étude technique. C'est comme il y a quelques jours, il y a des élèves qui m'ont demandé qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est de faire telle faute ou de faire telle faute? Et je lui ai répondu, on ne fait pas des mathématiques. En plus, mais même cet esprit de dire, c'est mieux que... Non, c'est pas de la c'est pas des c'est pas la technique. Plus la personne eh bien, est animée par cette Torah qui l'anime de l'intérieur, moins elle se pose ce genre de questions. Mais quand la Torah est malheureusement comparée à la BA du jour, où j'ai fait la bonne action de la journée et c'est tout, c'est-à-dire que ça nous est totalement extérieur, alors automatiquement on arrive à ce genre de phrase. Une fois, ce qui est légitime quand on vient d'arriver de France, quand on a été intoxiqué par différentes méthodes, malheureusement, mais c'est tout l'inverse de ce qu'on est en train d'évoquer ici. Petite anecdote, moi j'ai arrêté de maquiller Shabbat grâce à cette phrase. Parce qu'un jour, j'étais à un cours et la rabbinite, elle nous a dit on ne sait pas quelle est la valeur des avérotes et des mitzvot. Peut-être que c'est moins grave de manger du cochon que de se maquiller Shabbat. Et moi, elle a dit ça, ce jour-là, je me suis dit. Alors, on était toujours quoi. Moi, je ne partais jamais ça. Et là, ce jour-là, j'ai arrêté de me maquiller Shabbat. Parfois, il y avait du maquillage qui était fait avec du cochon. Ah oui, il y a aussi. Pour moi, c'est un souvenir terrible. Oh, hein. Bon, en tous les cas, vous comprenez à quel point, et c'est la vérité, dans la continuité de ce que j'ai évoqué, c'est la continuité de la dimension morale. Si je me comporte bien, parce que j'ai intérêt à me comporter bien, donc je n'ai pas vraiment un rapport à la morale qui est authentique. Plus je me comporte bien, parce que j'ai été forgé pour ça, j'ai été animé par ça, j'ai été conçu pour ça, moins j'ai cette interrogation, comme j'ai dit, rejbonite, quoi, mathématique. D'accord? Et le rapport à la Torah, l'ishma, puisque c'est l'ishma, c'est un féminin, donc le sens obvi, c'est les chaînes à Torah. J'étudie pour la Torah elle-même. Et vous savez, il y a le Nefesh HaChaim, il y a un enseignement que j'aime souvent citer, le Raphaël de Vologine, qui dit « Heureusement qu'on n'est pas conscient de la valeur de la Torah. Sinon, on ne ferait rien, à part étudier la Torah. »
Parce que, justement, il y a une nécessité de nous pousser à agir. Et c'est toujours la question qui est posée. Est-ce que tu veux faire ce qui te plaît, ce qui t'est reposant, ce qui t'est serein, ce qui t'est agréable, ou faire ce que je attend de toi? J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais ça peut arriver. Tu vois? Je serais très heureux de ne pas avoir besoin de travailler. Et la Torah, on l'étudie. Oui, mais notre objectif, On c'est pas. l'étudie. On Notre on objectif, l'étudie pas 24 heures sur notre 24. objectif, ce n'est pas seulement étudier la Torah. Notre objectif, c'est la Sog Torah. C'est de faire en sorte que tout ce que tu fais, c'est pour, au nom, par la Torah. Voilà. D'accord? Mais le rapport à l'étude, quand tu dis on n'est pas censé étudier toute la journée, Parce qu'il y a d'autres obligations que Dieu va nous ordonner de faire. la date. Tu as dit un truc très important. Est-ce que d'un point de vue idéal, eh bien, euh, il serait bon de pouvoir étudier la Torah toute la journée? La réponse est oui. Mais sur le compte de quoi? D'accord? Et là-dessus, il y a deux réponses. Il y a la première, comme tu as dit, parce qu'il faut construire le monde, donc c'est important, c'est que beaucoup nous demandent, au nom de la Torah, de construire le monde. Mais donc, nous sommes dans l'obligation, il n'y a pas le choix. Mais si le monde était construit, donc a priori, eh ben, on n'aurait pas de nécessité, ni de subvenir à ses besoins, donc ni a posteriori, ni même a priori, puisque le monde est construit. Et en deuxième dimension qui n'est pas moins importante, quand les gens vont dire le plus important c'est d'étudier la Torah, oui, mais sur le compte de qui? Parce que si effectivement c'est moi je vais étudier la Torah, pendant ce temps-là, toi tu vas me donner de l'argent, tu vas aller travailler, et moi je me désolidarise de la construction du monde, eh ben, c'est un problème. Et c'est contradictoire à la volonté du Créateur. Oui, mais tu as dit. Oui, mais justement, c'est très bien. Merci, Guy. C'est très important que tu donné. C'est un exemple privé. C'est le seul cas où cela est envisageable. D'accord? Il y a. Non, le Rambam avec son jeune frère. Oui, mais c'est pareil. C'est un cas privé. C'est ce que Guy a dit à l'instant. Oui, mais c'est un cadre privé. C'est pas l'État. L'État ne va pas être géré en disant vous étudiez et nous on va à l'armée. Vous voyez, c'est pas envisageable. D'accord? Il y a un ami à moi qui a pour vous dire, je veux partager un ami à moi qui veut garder l'anonymat. Alors pour ça je dis pas son genre, mais il veut donner, je crois que c'est son maaser, il veut me donner son maaser. Et c'est super gentil. Mais pour lui, je veux donner à quelqu'un qui étudie la Torah, qui l'enseigne, pour qu'il puisse continuer à propager la Torah, et il se préoccupe de donner, c'est quelques centaines de shekels, mais peu importe, même ça un shekel, je m'en fous. Cette idée-là, dans cet esprit de vouloir, encore une fois, c'est un contrat, entre guillemets. Mais ça implique lui, et ça m'implique moi dans ma droiture et dans mon honnêteté aussi, vis-à-vis de lui. Mais c'est à titre privé. Là, c'était de tribu, quand même. Mais peu importe, c'est privé. Et n'oublie pas un petit détail. Non, c'est privé. Et je vais t'ajouter un détail pour que tu n'oublies pas aussi. Le mérite, tout le monde doit étudier la Torah. C'est pas? N'oublie pas ça, c'est très important. Tout le monde, sans aucune exception, tous les citoyens du peuple juif doivent étudier la Torah, quel qu'il soit. Je rappelle, fixer des temps dans la Torah. Un peu le jour, un peu la nuit, etc. Quand Zvouloun va aller faire du commerce maritime, comme j'ai coutume de l'expliquer, il a l'obligation d'étudier la Torah. Il s'acquitte de ce mérite, de cette mitzvah d'étudier la Torah, grâce à Issachar, qui va étudier pour lui. C'est clair? Yofi. Maintenant, non. Maintenant, quand Zvouloun revient du commerce maritime, comment Issachar, de manière générale, s'acquitte de la mitzvah qui lui incombe d'étudier la Torah? Puisque à chaque fois qu'il a étudié la Torah toute la journée, c'est pour Zvouloun, c'est pas pour lui. Donc comment est-ce que lui s'acquitte de la mitzvah d'étudier la Torah? Réponse, quand Zvouloun revient en Israël et que Issachar lui enseigne la Torah. À ce moment-là, il s'acquitte, lui, Issachar, de la mitzvah d'étudier la Torah. C'est clair? D'accord? Et comprends bien dans cette même optique, à l'échelle aussi, c'est très important, à l'échelle du peuple tout entier,
tous ceux qui vont se prétendre être, comme j'ai coutume aussi de le dire, être les descendants, entre guillemets, de la tribu des Lévi'im, c'est toujours très intéressant de se rappeler que les Lévi'im, eh bien, ils ne sont pas installés en plein cœur de la ville. Ils sont aux frontières. Ils n'ont pas de territoire a priori, et ils sont aux frontières d'Eretz Israël, ou pour renforcer les troupes, ou dans les villes refuges où il y a eu d'accord? Mais ils n'ont pas a priori justement d'héritage terrestre, et le peuple se soucie de, de les soutenir, n'est-ce pas? Donc il est certain que les Lévi'im n'ont pas un téléphone portable qui fait 3 kilomètres. D'accord? Voilà. Si vous avez compris ce que je viens de dire maintenant, très bien. Si vous n'avez pas compris, voilà. Oui. C'est vrai. J'étais un petit peu virulent là. Pardon? Le mot. C'est la base. Mais Non, tu as compris, tu as le- compris. étudier la Torah, on D'accord, n'est il y a pas une des entité. cathos, où on passe la vie entière enfermé Non, à étudier, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est pas David, du tout. David, ça n'a rien Voilà. à voir. Non, Ça parce dit que ça n'a qu'il a rien à voir. dit oui, étudier la Torah Ça n'a rien sans à voir ce arrêt, que je viens de oui. dire. Non, Non, mais quand tu parles des c'est Lévites, un jour. C'est pas de ça que j'ai parlé. C'est pas de ça que j'ai parlé, David. C'est dommage que J'ai pas compris, c'est Pierre. dommage. C'est dommage. J'essaie d'être clair, mais c'est Et pas en plus, suffisamment j'entends clair mal. apparemment. Il y a un idéal à, être, à étudier la Torah et que le monde entier travaille. Idéalement. Takshi. Il Il y a un idéal, je répète, il y a un idéal, encore une fois, à étudier la Torah et que le monde entier se soucie de nous libérer des tâches quotidiennes, le monde entier, même pas seulement en Israël, que le monde entier nous libère de ces tâches quotidiennes pour que nous puissions étudier la Torah. Quand je dis idéalement, ce n'est pas utopiquement, c'est idéalement, ça se fera à la fin, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir arriver à cela, il faut que nous soyons aussi une nation qui s'assume à part entière et qui révèle la Torah dans tous les domaines. Et même dans tous les domaines, il y a dans le peuple juif des gens qui ont peut-être une capacité intellectuelle plus élevée que d'autres et d'autres moins. Mais le fait est que nous ne construisons pas, comme j'ai coutume de le dire, et c'est très important, nous ne construisons non pas en aucune manière une faculté du judaïsme. Nous constituons un peuple avec des gens plus intelligents, des gens avec un esprit peut-être plus facile et des gens avec un esprit plus difficile. N'est-ce pas? Mais c'est un peuple. Donc il est constitué de plein d'hommes, de femmes, d'hommes, de plein de gens. Et donc, il y a des gens, il y a des sensibilités particulières. Je dis que pour le moment, dans la société dans laquelle nous vivons, on est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas parce que nous sommes obligés de travailler pour subvenir à nos besoins qu'on est dispensé d'étudier la Torah. Non. Tous, je répète, ont l'obligation d'étudier la Torah. Ce que j'ai développé ici, c'est l'idée de croire qu'on va étudier la Torah pour pouvoir être plus riche, pour pouvoir être plus honoré. Non, en aucune manière. Exactement. Ce n'est pas l'objectif du tout. Mais plus on est conscient de la valeur de la Torah, plus on est libre. Souvent, il m'est arrivé d'expliquer à des gens qu'ils travaillent dur, ils sont ingénieurs, ils sont, ce que vous voulez, avocats, peu importe, ils sont milouïm, et ils font des grandes misotes, évidemment. Le fait est, c'est qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est les 5 minutes qu'ils vont avoir à l'heure du repas pour étudier à la Torah. 5 minutes. Il n'y a pas dit, Likboa Zmanim, la Torah. Il y a dit Likboa Etim. Toute ma journée, elle n'a de sens que pour ces 5 minutes-là. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas une question de mesurer, encore une fois, au niveau du temps. Et après, oui, il y a des gens qui, oui, ont plus l'exigence d'étudier plus abondamment, moins abondamment, etc. Mais on parle d'un peuple. Et oui, à l'échelle idéale, viendra le moment où nous n'aurons plus besoin de travailler. C'est pour ça qu'on ne parlera pas de avoda, mais on parlera de melacha. La nuance, elle est extraordinaire. Certains voudraient déjà y arriver. Cette dimension, encore une fois, d'artisanat, de pouvoir continuer à découvrir, à apprécier le monde, et pas pour le salaire que je vais recevoir à la fin du mois. Mais on n'y est pas encore. C'est vrai? C'est clair maintenant? Oui, comme ça, Yo. c'est clair. Je comprends mieux. Vechiker keyain ator, ene. Donc ce vin qui va s'avérer encore plus somptueux, plus agréable, plus délicat. Oler les dodi, les mesharim, qui va à mon bien-aimé. Et encore une fois,
voilà. Là, quand on boit du vin, qu'est-ce qu'on fait? On le met en bouche dans les dents. Bon, et ben la Torah, c'est ça. Plus on aime la Torah, on n'aime pas la Torah pour s'enivrer, on aime la Torah pour aimer la Torah. Et du coup, on va être enivré de Torah. D'accord? Dover, Siftei et Shenim. C'est les lèvres comme ça qui sont bien imbibées, on va dire, de ce vin. C'est Shirachirim, c'est tout ce qui est Shirachirim. D'accord? Donc, et pour pouvoir atteindre cette dimension-là, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure en allusion, pour pouvoir comprendre ce lien indéfectible à la Torah en tant que tel, d'accord? On ne rentre même pas dans la truc des goy, on ne rentre même pas là-dedans. Il y a un lien indéfectible. On va rentrer dans Hanouka. C'est toujours à chaque fois fondamental de s'en rappeler dans la liturgie. On a fait des cours là-dessus. Dans la liturgie que nous disons, que nous entonnons à Hanouka pour nous, les Sfaradim, les Shakecham mi Toratecha. Les Grecs n'ont pas seulement voulu couper le lien entre Am Israël et la Torah, mais entre la Torah et le peuple juif. C'est pour ça que c'est les Shakecham mi Toratecha. Il y a un lien, encore une fois, qui est insondable entre Am Israël et la Torah, et entre la Torah et Am Israël. D'accord? Donc, pour pouvoir palper, ressentir cela précisément, et donc de cette implication, comme je l'ai dit, c'est l'implication morale, cette façon valeureuse qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, poursuit le Rav dans un autre chapitre que vous avez, dans un autre paragraphe, le paragraphe suivant, paragraphe 5, dans le chapitre 2 de Rota Torah, Kshe lomdim Torah lishma, osim chesed im Knesset Israël. Quand on étudie la Torah en tant que telle, en son nom, alors on fait énormément de bien gratuits pour toute l'âme du peuple juif. C'est très important parce que il y a un grand maître qui était le fils du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui a dit une phrase une fois que j'ai beaucoup aimée. On va dire, mes maîtres ne sont pas du tout dans la même mouvance. Mais on aime tellement l'âme Israël, c'est pour ça qu'on étudie la Torah le plus possible. On peut ne pas être d'accord sur le fond, parce que c'est la question de l'armée, etc. à l'époque. Mais quand on tient une phrase pareille, elle doit être entendue, quand elle est sincère, elle doit être entendue différemment de gens qui vont prôner l'idée que si on t'amène le papier qui te stipule que tu dois te présenter à l'armée, tu déchires le papier. Ça ne peut pas être entendu de la même manière. Quand un rabbin va dire à un soldat, le soldat lui demande une bénédiction et que le rabbin en question lui dit, sache que c'est grâce à nous si tu as gagné la guerre, mais c'est abject. C'est abject et ça n'a aucune valeur bénéfique, ça n'a aucune valeur positive. Alors que quand il y a dans la yeshiva, pour le coup, un drapeau d'Israël qui est étendu, il y a une volonté de dire on étudie aujourd'hui pour que nos soldats y réussissent, pour que notre État réussisse. Je ne rentre pas maintenant dans la controverse, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais vous comprenez que ça va être entendu autrement. C'est ça l'étude de la Torah auquel nous faisons référence. Ce n'est pas l'étude de la Torah qui veut dire j'ai intérêt parce que je n'ai pas envie d'aller à l'armée, parce que la viande des pas religieux, elle a quand même moins de valeur que notre viande à nous. C'est lamentable. C'est chesed avec Knesset Israël. On a dit la morale et la Torah sont intimement reliées. Comment c'est possible? Réponse. Hakeitzad. רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה. Comment est-ce que c'est possible que par l'étude de la Torah, nous permettons au peuple, à la nation, à l'âme de la nation, d'être animé par ces deux bontés aussi infinies? Parce que plus on étudie la Torah, plus on renforce, nous les enfants de cette nation, plus nous renforçons le salaire spirituel, si je puis dire. La parnassa, mais la parnassa rouchanite.
C'est quoi la parnassa roukhanite? On sait pourquoi nous existons. On sait pourquoi nous sommes là. Donc, transformer la Torah, comme tu as très bien tout à l'heure, en gris-gris, mais c'est absurde. On est intimement rattaché. Mais Riroucha, c'est le souffle de la nation. Ve'a Torah, Kula, Imelea Roi Israël. On ne peut pas aborder la Torah sans parler du peuple juif. On ne peut pas parler du peuple juif sans parler de Torah. Les deux sont intimement liés. Le souffle d'Israël l'anime. Vekol Yachid, mais chacun, et chacun qui œuvre dans la Torah, Aosek Torah, ou Megale Koachaim Chadash, il révèle une force vitale, nouvelle et renouvelée dans l'âme même du peuple juif. Benishmat Israël. Allié de Amazon Anishmati, chez Umekabel, mais à Torah. Plus, si je prends l'image, quand nous mangeons, eh bien, il n'y a pas que notre ventre, il n'y a pas que notre estomac qui en profite. Il y a les glucides, qui vont se propager dans tout le corps. Et pourtant, c'est l'œsophage, c'est rentré dans l'estomac, il n'y a pas d'effet. Eh bien, c'est exactement ça. Quand nous œuvrons dans la Torah, automatiquement, tous les glucides spirituels, toutes les vitamines, tous les, je sais pas quoi, eh bien, ils permettent à tout le corps d'être en meilleure santé. Maintenant, et ça me permet de reprendre 2 secondes la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quand j'étudie la Torah, est-ce que je permets d'influencer le peuple ou en réalité, c'est le peuple qui m'influence et qui me donne ma force? Retenez-le, mais on va en parler. Déjà un brin de réponse. Dans toutes les nations du monde, on l'a déjà évoqué dans le passé, mais c'est important d'y revenir maintenant parce que c'est vraiment le sujet. Chez toutes les nations du monde, eh bien, la nation est constituée d'individus. Donc, les individus vont constituer la nation. Plus les individus vont être forts, plus la nation va être forte. C'est vrai dans toutes les civilisations, sauf Israël. Israël porte en lui, pardon, l'individu d'Israël porte en lui tout Israël. Donc, plus la nation est forte, plus le juif en tire profit. Plus le juif individuel en tire profit. Nous œuvrons, je sais que tu n'as pas compris, c'est très bien que tu n'as pas compris, mais tu dois comprendre d'abord que c'est l'inverse. Je vais exprès doucement pour que vous compreniez bien la problématique. Non, je vais y revenir. C'est juste là, l'ambivalence que bien comprendre. Si nous étions un ensemble d'individus, alors automatiquement, on constitue la nation. Chacun dans son domaine. D'accord? Tu as parlé des tribus tout à l'heure, de Issachar et Zvouloun. Si Issachar n'accomplit pas son rôle, qu'est-ce qui se passe à l'échelle du peuple tout entier? Eh bien, c'est la catastrophe. À l'échelle du peuple tout entier, le peuple est manchot. Est manchot et handicapé. D'accord? Alors que tu pourrais m'objecter en me disant, c'est comme les États-Unis. Quand il y a un État qui est totalement indépendant, qui fonctionne selon ses règles, ici la peine de mort est interdite, ici elle est permise. Et chacun vit très bien en bon voisinage et ça pose aucun problème à personne. D'accord? Donc, on pourrait se dire, dans la même mouvance, eh bien, nous sommes un ensemble de 12 pays distincts l'un de l'autre. Mais en fait, et on s'est unis parce qu'on a un intérêt commun. Eh bien non. Pour la tradition juive, l'unité du peuple, elle est organique. Elle est constitutive. Ça veut dire que pendant 2000 ans, et c'est fondamental de bien comprendre cela, pendant 2000 ans, le peuple juif est en léthargie, est handicapé, et en état de coma. Parce que malheureusement, il n'est pas revenu chez lui. Donc chacun d'entre nous, eh ben, il a une partie de lui qui est totalement désarçonnée, qui est totalement en deuil.
comme vous le savez très bien, euh, euh, chaque foyer, il y a un pan de mur qui n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chez nous. Parce qu'on n'a pas retrouvé cette entité nationale. Donc, ce n'est pas l'individu qui va permettre à la nation d'être forte, c'est la nation qui permet aux Juifs de s'assumer pleinement. Oui, c'est clair. D'accord? Vu comme ça, c'est Mais clair. c'est exactement cela. Et au niveau de l'étude de la Torah, je n'étudie pas la Torah pour mon intérêt personnel. Il m'est arrivé d'expliquer à des jeunes couples la différence de l'étude, notamment du jeune homme à la yeshiva avant le mariage et après le mariage. Cette étude de la Torah n'a pas le même sens, n'a pas la même valeur, n'a pas la même dimension. De la même manière que physiquement, un jeune homme célibataire, pas physiquement parce qu'il a une barbe, dans sa manière de se comporter, quand on est un jeune homme célibataire et quand on est un jeune couple, on n'est pas la même, on voit qu'on n'a pas les mêmes aspirations dans la vie désormais, eh bien, j'insiste en disant que spirituellement aussi, quand on étudie tout seul, si on peut dire, en tant que célibataire, j'étudie pour moi, pour avoir, disons, quand je suis marié, l'étude de la Torah du mari, elle a une implication sur le couple tout entier, sa manière d'être. Bon, ben, à l'échelle globale, à l'échelle de la nation, c'est exactement cela. Mais d'où on va puiser cet élan vital-là? De la nation. C'est très important que ce soit clair. Il y a un exemple que j'ai souvent pris, qui est un exemple concret. Comment une nation se constitue? Je ne l'ai pas dit, mais si je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave, je me réveille pour que ce soit bien clair. Une personne vient s'installer dans le Far West. Il y a un terrain vague, il n'y a personne. D'accord? Et s'il y a des Indiens, bon, ben, on les a supprimés, donc il n'y a plus personne. C'est-à-dire, chavichement. Bref, le cow-boy, il vient s'installer, enfin le cow-boy, il n'est pas encore cow-boy, il s'installe tout seul sur ce terrain, il prend son truc, machin. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient s'installer aussi. Bon, il faut commencer à mettre en place des règles de bon voisinage. Puis 3, puis 4, puis un village, puis Et donc il y a des lois qui se mettent en place pour qu'on puisse se gérer. Mais donc, cette communauté, cette ville, elle va être constituée de ces pionniers, les pères de la ville, de ces individus qui ont mis en place les premiers pas. N'est-ce pas? Quand nous parlons d'Israël, avant de rentrer en Israël, je vous rappelle, le peuple juif sait exactement où il va habiter, dans quelle rue, dans quel quartier, dans quel coin d'Israël il va habiter, avant même d'y rentrer. Tout est déjà préétabli avant qu'il y rentre. Donc ça ne commence pas par son individualité, ça commence par le peuple tout entier. Et même Israël est des Quand on sort d'Égypte, d'accord? dans Mitzrayim. Oui, mais quand on sort d'Égypte, c'est pas quand on est en Égypte. Le premier à parler du peuple, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte. D'accord? La naissance du peuple, elle prédétermine, elle prédomine. De la même manière à notre génération, quand on sait qu'il y a eu des Juifs pendant près de 2000 ans en Eretz Israël, sans interruption, il y a eu une famille, deux, puis avec plus ou moins de difficultés, et pourtant, le renouvellement du projet divin réel, concret, se fait avec des gens comme Herzl. Pourquoi? Il y avait des Juifs avant, oui. Une des plus grosses discussions, des plus grosses controverses que je peux avoir avec certains de mes amis, c'est de bien comprendre la nuance, et on l'a évoqué, c'est tout le sujet, entre le klal et le prat. Je viens en Israël, je m'occupe de ma vie. C'est bien, ça s'appelle une Torah d'exil. La Torah d'Eretz Israël, elle comprend qu'elle englobe tout. Donc nous ne sommes pas en train de parler d'individus, en tout cas, on est en train de parler d'individus comme une partie de ce collectif qui est, insubdivisible, qui est innommable, innombrable. Okay. Indénombrable. D'accord? Je sais pas si c'est un rapport direct au dernier des Camondo. Je sais pas si tu l'as lu.
Mais justement, c'est le cas. Israël n'existait pas encore, il venait de naître. Et, et cette famille a disparu parce que justement, ils étaient de bons juifs, mais il n'y avait pas Israël. Donc, À long terme, c'est ce qui se passe, bien sûr. Donc, c'est un miracle. Mais en tous les cas, ça s'inscrit justement dans ce projet. Donc, on se préoccupe de la nourriture, comme on a dit, spirituelle de l'âme d'Israël. Vekol mashéat Talmud, yoter mu'ar, ou muhtar, yoter bedea rechava, ou besechel tov. Plus on va étudier, plus on va être éclairé par un esprit justement aiguisé, comme on dit. Vekol maché, mitva sefet bo yoter nedivut, levav et tarat nefesh, et rattaché à une pureté des actes, une pureté de la parole, de la pensée. On est plus volontaire, encore une fois, à être rattaché à cette dimension-là. Automatiquement, on est plus vivant. À l'inverse, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est quoi la fatigue? Vous pouvez dormir très peu et pourtant vous êtes en pleine forme. Et vous pouvez dormir énormément et pourtant vous êtes fatigué. C'est ce que j'appelle traditionnellement la ayefut nafshit. Ce qu'on appelle la fatigue, comme on dirait, psychologique. Quand quelqu'un il a un sens à sa vie, il est jeune à peu près jusqu'à 120 ans. D'accord? Mais quand on est un vieux rabbin, on est un ravagé. Mais c'est ça. Notre élan vital prend tout son sens, prend encore plus de force quand on est éclairé, encore une fois, par cette Torah, cette vitalité israélienne au sens, encore une fois, le plus noble du terme. Koach hachaim haIsraélim הולך ומתגלה על ידו, ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. On sait pourquoi on se bat. Combien de fois il m'est arrivé pendant cette année de dire aux soldats, quand je voyais des soldats que je connaissais, des élèves, ça, de leur dire comment va le moral. Jamais je me suis aventuré à leur dire il faut que tu mènes une stratégie militaire de telle manière ou de telle manière. Jamais. Parce que je trouverais ça totalement absurde et irrespectueux, enfin, abject. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, comment va le moral? Comment vous tenez le coup? Comment vous avancez? Comment vous êtes, vous renforcez, vous serrez les coudes? Ça, c'est important. D'accord? Les kol harifionot, donc toutes les faiblesses, toutes les maladresses, toutes chez Baïm Leolam, Beruach Israël, quand ils viennent justement dans le monde avec le souffle d'Israël, Mekoram ou Shechechat Torah verifion yadaim min Torah. On se rappelle cette expression de Rifion yadaim min Torah, Refidim. Pourquoi est-ce que le monde est affaibli? Parce qu'Israël n'est pas suffisamment rattaché à la Torah. Quand on n'est pas suffisamment rattaché à la Torah, pourquoi on ne serait pas rattaché à la Torah? Parce qu'on doute. On doute en tant que peuple, en tant que nation, de la justesse de notre propos. D'où provient cette expression de Rifion Yadaim? Quand on est sorti de Refidim, on reçoit la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait à Refidim? On s'est battu contre Amalek. Et Rifouy Yadaim, on a les mains qui ont du mal à agir. En quoi c'est rattaché à la faiblesse, à un manque de confiance, au doute de la justesse de notre propos? Automatiquement, quand je ne suis pas certain de la justesse de mon propos, et Dieu sait combien c'est tentant et c'est difficile quand on est confronté à plein de choses autour de nous, cela aura, semble-t-il, des répercussions dans nos actes, notre manière d'agir. C'est pas? On va allumer la Hanoukia dans quelques semaines. C'est ça, oui. On va être exalté en l'allumant. Non, mercredi quand même. On est exalté en l'allumant. Pas? Quand on est exalté en l'allumant, on est en train de raffermir, au milieu de cette obscurité, la luminosité qui est inhérente à nous. Mais quand, justement, on est, pour le coup, quand on arrive au summum de l'obscurité, on n'a pas de portée volontaire pour arriver au summum de l'obscurité. Mais la notion d'obscurité et de jour, vous vous rappelez, c'est la galoute, c'est l'exil et la Géoula. Donc, quand on est dans cette dimension-là, quand le monde va mal, quand le monde est faible, c'est parce qu'Israël n'est pas suffisamment fort dans le souffle qui l'anime. Et plus Israël est fort dans son rapport à la Torah, dans son rapport à la vérité, plus le monde, s'en veut d'autant plus éclairci.
En ce moment. Si, justement, Je trouve qu'il est très très fort. Non, non, justement, ce que tu dis est très important. Et ça permet de rebondir là-dessus. Je ne suis pas, et j'ai déjà dit, je ne suis pas surpris. Je ne veux pas jouer les mystiques, comme on dit. On a déjà dit à maintes reprises. Ce qui se passe depuis 1 an au sein du peuple juif, avec toutes les difficultés, bien évidemment, qu'on traverse, et bien, a aussi une dimension qui dépasse l'entendement. On n'a pas été dans la voiture, à chaque fois, moi je suis toujours perplexe, je suis toujours fasciné par le tombeau, comme j'ai dit tout à l'heure à Guy, le tombeau, le cercueil de Hafez el-Assad et Marché Movazicho, qui est profané, mais ils l'ont brûlé, mais la statue elle tombe, mais je suis exalté de voir, de voir un truc pareil. Et d'abord, entre eux, évidemment, c'est toujours impressionnant parce que voilà, d'accord, c'est une violence qui est évidemment qui est inouïe. Et vous comprenez, qui se prennent entre eux, monsieur le commissaire, c'est pas grave, mais pas chez nous. Mais le fait est, c'est que c'est impressionnant. Mais quand on se rappelle de la pourriture que représente Rafaz, que le père et le fils pour le coup, mais de voir ça qui tombe, oui, mais dans mon jargon, ça a un autre nom. Ça s'appelle Akash Brou, il est en train de faire du CDR, il est en train de faire de l'ordre. Pas? Et c'est comme ça que je l'entends. C'est pour ça que quand tu me dis ça, je dis oui, il y a un éclaircissement qui se fait clairement depuis déjà quelques années et ça n'arrête pas. Et personne s'interroge dans le monde de dire mais qu'est-ce qui se passe? Oui, personne n'interroge dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas s'interroger. Pourquoi ils ne peuvent pas s'interroger? Parce qu'il est question d'Israël. Est-ce que vous savez que l'Iran, est-ce que vous savez qu'en Iran, j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais mort de rire. Est-ce que vous savez qu'en Iran, il y a des rues, il y a des gens qui ont changé le nom de certaines rues et qui les ont appelées Netanyahou. En Iran. J'ai vu ce matin. En Iran? Je permets cette aparté. Un maître d'école qui veut dire à ses élèves mort Israël, les élèves répondent quoi? Mort à Palestine. Et cette semaine, on m'a téléphoné que je t'aurais mis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ouvrir des mikvés pour les femmes de l'Iran. Je leur ai dit, c'est très bien, mais moi je ne donne pas l'argent pour les femmes de l'Iran. Non, mais ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est que vous voyez bien à quel point plus le peuple juif est rattaché à son identité, plus le monde, encore une fois, ceux qui sont méritants, vont pouvoir en bénéficier, et ceux qui, à l'inverse, veulent être têtus, aller contre Israël, et bien automatiquement tombent. C'est l'exemplarité, c'est l'essence même, encore une fois, de la volonté, de la morale et de la volonté de bien distinguer le bien du mal, prônée par la parole d'Akash Baruch Hu, donc prônée par la Torah. C'est cette idée-là qui doit nous apporter. D'accord? Top. Adkan pour ces approfondissements qui ont pris un peu de quelques semaines et c'est important, soit bien clair. Parce que c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'essaye de. Voilà. D'accord? Et nous passons donc dès à présent au 3e paragraphe dans Oroth Israël, chapitre 2, comme on a dit, le lien entre l'individu, je vous rappelle, l'individu et le klal. Gimel. A Yachas. של כנסת ישראל ליחידיה משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שאוהב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית, שמגמה אלוהית עצמית, שרויה בתוכו. Ça, c'est ce par rapport au Goïm, toutes les nations dans le monde. D'accord? On va y revenir, bien évidemment. Je me doute que c'est déjà très clair ce qui a été lu, mais quand même. Pour les hébraïsants, certainement. Voilà. Donc, rassure-toi, même pour les hébraïsants, c'est toujours compliqué. Reprenons. Donc, le lien à Yachas, de Knesset Israël, on se rappelle, c'est l'âme, n'est-ce pas, du peuple juif, face, je ne veux pas dire ses ressortissants, mais en tout cas, face à ses composantes. D'accord? C'est-à-dire les composantes, c'est nous.
Nous dit le Rav, est différent du lien que entretient tout groupe, toute dimension nationale dans le monde face à ces individus, face à ces citoyens. D'accord? Le lien n'est pas le même. Je vous relis, c'est pour ça que je vous dis, voilà, voyez dans le texte lui-même. Exactement, c'est exactement ça. Exactement pas, oui, vous avez compris. Quand la kibbutzim aleumim, notnim hem, leyechidehem, rak et hatzad hachitzoni shel hamaut. Tout groupement, je vais appeler ça groupe national, mais vous comprenez, c'est parce que le Rav dit en réalité que pas que la nation en tant que nation, toute entité politique qui peut exister face à leurs citoyens, face à leurs concitoyens, ne donne un sens que ce que le Rav appelle extérieur. Pourquoi extérieur? Parce que un individu va être bien évidemment construit par qui donne sens à son existence, ça veut dire la culture, les habitudes, les coutumes, la langue. D'accord? Mais ce n'est que extérieur. Je veux faire partie du projet français. J'arrive de ma Côte d'Ivoire, je veux m'inscrire selon le régime français. Donc, je vais apprendre le français, donc je vais apprendre Victor Hugo, donc je vais mettre un sapin de Noël chez moi, et je sais quoi d'autre. Bon, c'est que extérieur. Aval, etzem mahut, c'est shoev kol adam, nishmat hakol. C'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui va donner l'essence de ce que je suis? C'est le souffle qui anime la nation. Je viens d'Algérie, de Zimbabwe, de ce que vous voulez. La France a gagné la Coupe du Monde. On est tous français. Bon, c'est impressionnant. Alors, et c'est comme ça. Ce qui donne sens en réalité à mon individu n'est que quelque chose qui est totalement extérieur à moi. Minishmat Elohim, shelo be'emtzaut hakibbutz. Bien évidemment, ce souffle-là qui va régir l'esprit de cet état provient lui aussi d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur du monde, en tant que créateur des nations. Mipne, she'en hakibbutz chativa elahi. Tout cela est clairement, pour le coup, eh bien, ordonné par Akadosh Baruch Hu, je répète, en tant que Elohim, en tant que créateur, mais cette nation-là n'a en aucune manière un rattachement à Akadosh Baruch Hu. Je sais pas? Je m'explique. Je vais dire de la manière suivante, j'espère que ça va être clair. Comme j'ai coutume d'expliquer, dès que nous parlons de relation de religion à l'État ou de relation de l'État à la religion, ça veut dire que nous considérons par essence que ce sont deux notions qui sont distinctes l'une de l'autre. D'accord? Donc on a le droit d'être une théocratie, on a le droit d'être un pays qui se veut laïque, c'est pour ça que vous avez vu la France à l'inauguration de leur dame, on voit qu'il y a une claire séparation entre religion et État, voilà. Donc c'est un leurre aussi considérable, mais en réalité, nous, Israël, nous pensons totalement différemment. Parce que l'essence même de la nation est rattachée à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ce n'était pas une unité ou une distinction de deux notions. Et tu pars, ça peut être assimilé, c'est une banane, cette comparaison, mais en France, on parle d'une culture française qui forme, qui fait en sorte que le français ait assimilé cette culture. Nous, notre culture, entre guillemets, c'est la Torah. Non. C'est Dieu, enfin c'est Hachem. Enfin bon, la Torah, c'est. Oui, mais si tu parles de Torah en tant que parole d'Akadosh Baruch Hu, je suis pleinement d'accord avec toi. Voilà. Mais je vais aller un peu plus loin que toi. Je suis navré de te décevoir. Si je vais être encore plus un peu pointilleux, non. Notre culture, c'est d'abord d'être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah bon. Et dans les temps, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov,
on reçoit la Torah de Moshe. Mais notre identité. D'accord, là, mais pour moi, c'est une famille, effectivement. Et c'est pour ça que ça part de là. Non, mais c'est différent, nous sommes une famille. Alors qu'en France, on n'est pas une famille, c'est n'importe quoi. Non, exactement. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Simplement, ce qui les réunit, c'est leur culture. Exactement. Je te ferai remarquer que le mot culture apparaît dans la Torah quand on parle de la faute du veau d'or. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire, le mot tarbout, c'est dans la faute du veau d'or. Nous, on n'a pas ce rapport-là. On a un rapport de prôner la parole d'Akadosh Baruch Hu, le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui nous anime par essence. D'accord? C'est pour ça qu'il te dit ici que, justement, tous les groupements humains, tous les groupements politiques, les entités qui existent, il est clair qu'elles sont définies par l'individu, et évidemment, la nation va donner un souffle à cet individu. Mais un souffle qui est totalement, comme tu as dit, c'est culturel, c'est extérieur. Tu vois? Même à l'origine, hein, on va pas, personne ne va prôner en Amérique la culture des natives. C'est pas la culture américaine, c'est pas la culture indienne. En admettant, disons que. Oui, effectivement. D'accord? Oui, enfin, c'est intéressant d'ailleurs. C'est intuitif. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de greffe qui a pris. C'est ça. Mais c'est une greffe. Mais c'est une greffe. Donc, encore une fois, chaque individu a sa propre manière d'être qui est bien évidemment, je répète, rattaché à l'entité de la nation, à la culture que va développer la nation. Et donc, ça lui donne un certain nombre de valeurs, mais c'est extérieur. Combien de fois, et c'est malheureusement, je le répète souvent, c'est malheureusement un des grands dangers qui est encore un peu la culture occidentale, c'est qu'on a des a priori à laquelle on est rattaché et on est un petit peu bouleversé au moment où on se demande, mais ou quelqu'un nous demande pourquoi ça serait un problème d'agir de telle manière plutôt qu'une autre. Exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un qui veut se suicider, pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait de se suicider? C'est une question qui peut être posée. Et en général, on va répondre parce que c'est non-assistance à personne en danger. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'une personne qui se drogue, elle a le droit de se droguer, mais une personne qui se suicide, elle ne peut pas se suicider? C'est même pour les personnes qui fument. C'est la même chose, non? Et aux yeux de la civilisation occidentale, au nom de cette liberté de faire ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tant que tu ne gênes pas autrui, fais ce que tu veux. On est parti chez Kant. Mais en réalité, c'est un concept, je ne dis pas qu'il est légitime ou pas légitime, mais c'est un concept qui appartient à une certaine dimension culturelle et qui n'est pas forcément reconnu par le monde entier. Par exemple. Parce que là encore, ce sont des valeurs culturelles qui ont été apportées à l'homme de manière extérieure et qui n'ont rien à voir avec son identité première, si on en avait une. Maintenant, donc, chez un Kibbutz, ils ne sont pas rattachés à Akadosh Baruch Hu en tant que tel. Chez Megama Elaït Atzmit, Shrouya Betocho. Un monde, chaque civilisation, pour reprendre ta remarque tout à l'heure qui est très importante, chaque civilisation, chaque pays peut exister, entre guillemets, sans Dieu. Sans un rapport à Dieu. Vous imaginez si Macron disait, et c'est pour ça que c'est tellement comique même à entendre, si Macron disait je vais forger un nouveau gouvernement, j'espère que ça va marcher si Dieu veut. Vous imaginez si Macron parlait comme ça? Et étrangement, si je peux dire, quand M. Benjamin Netanyahu dit Bezrat Hashem, c'est pas ridicule. Oui, mais c'est une nuance qui est intéressante à soulever. Pas le même sens. Non, mais attends, parce que, bon, c'est pas très important comme réflexion que je vais faire, mais enfin, la France se prétend laïque, alors que nous, on ne se prétend pas laïque. Oui, mais tu vois bien qu'en réalité, dans le fond, il y a quelque chose d'absurde.
Si, encore une fois, ils se prétendent laïcs, donc leur rapport, pourquoi est-ce que l'État doit participer à la remise, à la reconstruction d'un édifice qui est totalement idolâtre? Mais Ouais, on considère que Je dis la culture. c'est un patrimoine, voilà. Donc, c'est quelque chose de mort. Moi, je l'ai toujours connu quand j'ai eu la chance de vivre sur le quai des Grands Augustins, quand j'étais étudiant. À l'époque, on pouvait. J'avais en face de moi, effectivement, le palais de justice, ce beau bâtiment avec Notre-Dame à droite, le Pont Neuf à gauche. Non, ça, c'est des monuments, tu veux. C'est ça, il faut voir ça comme culturel. Justement, mais comme tu disais, c'est un patrimoine. Quand on a transformé le fait spirituel, le fait religieux en patrimoine, le fait religieux est mort. C'est un cimetière. Ce qu'a dit le Razio là, quand on transforme la Torah en folklore, en musée, que Dieu préserve, c'est la fin du judaïsme. Ce qui n'est pas envisageable pour nous parce qu'on a une dimension particulière. Mais c'est ce qu'on rappelle dans Maaseh Bereshit, que Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle d'Akash Baruch qui souffle au-dessus de l'eau sans le toucher. Il n'y a pas un rapport qui est viscéral, qui est vital entre ces dimensions, encore une fois, qui animent le bien, qui animent la morale, qui animent la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui animent la nation en question. Concernant Israël, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas le cas. Regardez ce qui nous poursuit, ce que dit le Rav. L'Ochen Israël, c'est pas comme ça en Israël. L'homme d'Israël va puiser sa force de la nation, de l'entité. Aneshama chez la Yechidim, Nishevet, Mimakor Chai, Veolamim, Veotzar Aklal. Malheureusement, on le pressent aisément dans les épisodes douloureux que notre peuple a traversés. Mais c'est aussi vrai dans les dimensions collégiales, globales. Le juif a existé pendant 2000 ans. Le juif avait des choses extraordinaires à transmettre à l'humanité pendant 2000 ans. Eh bien, on n'a jamais été entendu, si je puis dire, avec autant de force que depuis que nous sommes revenus chez nous. L'exemple que je disais tout à l'heure, et c'est vrai, en plus ça m'a beaucoup fait rire, que ces Iraniens qui veulent mettre le nom de Netanyahou dans leur rue, appeler leur rue Netanyahou, mais c'est impressionnant. Génial. Une colle à kavod avec toutes les critiques qu'on peut faire qu'on peut entendre sur le Premier ministre, sur Bibi Netanyahou, mais pour ma part, je préfère avoir un Premier ministre qui est dépeint comme un fou allié plutôt que comme un moins que rien qui a peur de son ombre. Si je dois choisir entre les deux. Non, je pense que c'est qu'on transforme le nom de rue en nom de terroriste. Ah ouais? Ah oui, à Poitiers, si à Poitiers, ils ont mis des noms de rue. Alors qu'on les avait arrêtés à moitié. Mais c'est quoi cette rue Netanyahou en Iran? Il y a des étudiants, ils ont dit, en guise un peu de révolte contre l'Iran, contre le régime iranien, ils ont appelé des rues, certaines rues, rue Netanyahou, Rehov Netanyahou. Enfin, c'est pas Rehov, parce que c'est en hébreu. Les étudiants iraniens protestent contre le gouvernement. Alors, en signe de protestation, ils donnent le nom de Netanyahou à des rues. Mais encore une fois, tout cela provient justement d'un trésor extraordinaire qui évidemment est intimement rattaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est, je dis, l'essence même du collectif, pas du collectif, du klal. D'accord? A klal, vous voyez, phrase très importante. A klal noten neshama la yechidim. C'est l'ensemble, c'est l'unité, c'est l'entité du peuple. Pas une seule seconde, on a dit Shema David, Hashem Elohai Echad. Non, Hashem Elohenu. On n'a pas dit Baruch Ata Hashem Elohai. Mais c'est moi qui ai mangé la pomme. Je n'ai pas donné de pomme. Et pourtant, Baruch Ata Hashem Elohenu. C'est toute cette entité, encore une fois, qui prend sa force du collectif. Imi ale ala da'at. Leinatek me'auma. Je veux me couper de la nation. Que Dieu préserve. Sarich ou leinatek et nishmato mimakor chayuta.
Tu veux te couper de la nation? Bah, suicide-toi. C'est la seule manière pour pouvoir réellement te couper de la nation. Mais moi, je suis français, monsieur. Je n'ai rien à faire avec ces simagrées primitives. C'est là. Il faut se rendre compte, vous savez, il y avait je ne sais pas s'il est décédé ou pas d'ailleurs, mais je me rappelle d'une phrase qu'avait dit droit de réponse, comment il s'appelle Pollack. Ah, Je ne me retrouve absolument pas chez ces religieux orthodoxes. Ma seule valeur de l'identité juive, c'est dans le combat contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qui est resté de ce type? C'est tout. Qu'est-ce qui va rester de, comment il s'appelle sur le, tu sais, le journaliste, non Michel Drucker. Bon, lui, à l'avant, lui, le pauvre, c'est tardif. Non, un journaliste de droite, comment il s'appelle, journaliste El Kabash. Il est décédé, je la crois. Non, mais je dis pas ça oh, pardon. Je dis pas ça avec mépris. Mais vous comprenez que tous ces gens-là, qu'est-ce que. Oh, mais lui, il avait vécu un traumatisme dans son enfance. Mais je veux bien le croire. Le jour de Kippour, son père est mort je crois que c'est à la de Moussaf, non, il est en train de lire l'Aftara, il a terminé de lire et il a eu une crise cardiaque et il est consolé. Ouais. Alors lui, voilà, ça a été le drame de sa vie et donc. Non, c'est une chance, c'est gentil. Bah, il a dit à partir de là. Voilà. Il en a voulu à Dieu à partir de là. Non, mais encore une fois, je ne dis pas ça avec mépris sur personne, mais cette réalité-là, encore une fois, de vouloir se couper de l'entité de la nation, c'est la seule solution. On peut être totalement américain et rester français. On peut. Ce que dit Israël Nafou, par exemple, elle dit je suis juif de culture française. Non, de culture chrétienne. Oh, de culture. Voilà. Oui. Bah ouais, Ah, culture. mais tu comprends. Pas de religion, de culture. Bah ouais, Oui, mais tu as tout compris. Tu vois où on en est. Non, mais. Non, mais c'est vrai que tout l'enseignement qu'elle a reçu. Mais même, je suis Oui. dit de culture française, moi, je n'accepte pas ça. C'est déjà Les juifs. Mais encore une fois, elle se reconnaît juive, mais j'espère que tu comprends bien, malheureusement. Oui, elle n'est pas. Non, c'est pas ça. À long terme, Oui, c'est fini. Bien sûr, absolument. D'accord? Malheureusement, vraiment, je te dis ça avec pleurs. On n'est jamais heureux quand un juif, et je suis bien placé pour en parler, on n'est jamais heureux quand un juif, encore une fois, a totalement coupé ce lien à son identité. Tu as parlé de ce journaliste qui était avec une Goya, on sait pertinemment, et Dieu sait combien je l'ai déjà rappelé, un Cohen ne cesse pas de faire la bénédiction des Kohanim quand il ne fait pas Shabbat, quand il ne mange pas kasher, mais quand il a malheureusement, et encore une fois, c'est pas, il peut être victime de traumatisme, de plein de choses. Mais dans cette réalité-là, quand une personne a fondé un foyer, malheureusement, qui n'est pas dans cet esprit de judaïsme, automatiquement, automatiquement, ça crée, c'est ça, cette césure qu'il a dit, les nituk mimakor sayuta. La neshama n'est plus vivante. Malheureusement. Et c'est quoi les plus vivantes que les présidents? Ça va être survivante. Mais vous comprenez qu'on s'est coupé du lien vital. Et Dieu sait, pour le coup, combien cela est progressif. C'est jamais arbitraire, c'est jamais radical. D'accord? Ça prend plusieurs générations. On commence par, comme j'ai coutume de le dire, on commence par devenir ce qu'on appelle, on commence par devenir traditionnaliste. Et après, bon, ça part, c'est pas grave. C'est la Scala, tu sais, en Allemagne. Et je sais bien. C'est la Scala, mais rassure-toi, c'est pour ça que. Notre génération, c'est nos parents qui étaient traditionnalistes. C'est ça? Ah oui, bien sûr. Effectivement, mon père, enfin mes parents direct, non, mes grands-parents, je sais, quand je remonte, c'est tous religieux. Je ne sais pas s'il n'y a pas des rabbins. Mais évidemment, mais quand je te dis, ça a été la tentation, on l'a souvent évoqué. C'est en exil qui était comme ça. Mais là, ce cas-là, j'ai souvent dit cet exemple-là, on est dans la paracha de Vaïchel, Yosef Hatzadik, il va être dans le trou, il va être dans le puits, il n'y a pas d'eau dedans. Mais on te dit, par contre, il y a des scorpions et des serpents. T'es d'accord? Le scorpion, c'est Auschwitz. Le serpent, oui, mais il n'attaque pas, il ne le touche pas, Yosef. Le serpent, c'est l'assimilation. C'est le venin qui opère progressivement. Il n'y a pas d'eau, l'eau c'est la Torah. Yosef, il est complètement Torah. Il est hébreu de la tête aux pieds.
Partout où il va, il est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu par excellence. D'où le fait qu'il a la tunique que Yaakov va lui donner. Il a cette dimension-là extraordinaire. Mais c'est à lui seul. C'est pas... Hachem, il a jamais oublié, parce que même dans la caravane, il y avait des parfums. Et comme il sentait les parfums, il savait que Hachem était avec. Oui, parce que lui, il est capable. C'est impressionnant d'avoir. Et plus que ça, le mise-mort des Tehillim, on avait l'occasion de l'évoquer, qui est écrit Yehosef, avec un Hey. On dit pourquoi on a rajouté le Hey dans Yosef? Parce que tout ce qu'a fait Yosef tout au long de sa vie, c'est un don de soi pour le peuple juif et pour Akadosh Baruch Hu. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu est inscrit dans son nom. Même son nom respire l'humilité, puisqu'il s'appelle Yosef. Donc on sait qu'il y a Benjamin qui va arriver après. Je suis l'ajout de celui qui va venir après. C'est ça c'est bon, mais voilà, c'est Yosef. Mais c'est ça la dimension là. Quand tu dis justement l'exil, c'est ça le problème. C'est qu'on a curieux, mais c'est parce qu'effectivement, nos aïeux ont tous été religieux, et ça nous a permis d'arriver jusque-là. Et la rupture vient de la dernière génération, en fait. La rupture, elle est venue, on l'a souvent dit, quand on est, comme tu as dit, la Scala d'un côté, qui a été un échec total, oui. Puisqu'en réalité, on a compris que même ça nous permettait pas de devenir des réels Allemands, tout en demeurant juifs. Mendelssohn était juif, mais le reste était fini. Le petit-fils, comme tu disais, s'est converti au christianisme. Et chez nos aïeux, pour le coup, d'Algérie, on a une carte d'identité française dont on se fout royalement au début, et puis qui devient Sarah Knafo et Éric Zemmour par la suite. C'est-à-dire juif de culture chrétienne, ça ne veut rien dire. Moi, je n'ai pas du tout non, ça ne veut rien dire. Tu comprends que ça ne veut rien dire. T'as qu'à voir les enfants t'as qu'à voir les enfants de Simone Veil qui ont des prénoms, c'est comme on dit en yiddish, Leisto, des François-Marie de je sais pas quoi. Malheureusement, c'est une réalité. Et c'est ce qu'il est en train de te dire. Tu te coupes, Mimako Chayuta, c'est terrible ce qu'il dit. Oui, non, il n'a pas dit. Pourquoi c'est une rupture si brutale pendant des millénaires, 2000 ans, nos parents, nos aïeux ont respecté scrupuleusement la religion, la Torah. Et ces derniers siècles, donc, il y a cette rupture où il y a ces conversions c'est l'alliance israélite qui a fait du mal chez vous, en Tunisie. Oui, bien sûr. C'est l'alliance israélite, bien sûr. C'est l'arrivée de l'alliance. Assure-toi, mais aujourd'hui, tout le monde est suivi. Et à ta question, pourquoi ça arrive comme ça? D'abord, c'est progressif, mais malgré tout ce relativement brutal, on connaît la réponse. La réponse, tu la connais très bien. La réponse, c'est que le peuple, c'est qu'il y a une période de notre histoire où il faut être comme Yosef, et une période de notre histoire, ça tombe bien, par exemple, et une période de notre histoire, il faut être comme Yehuda. Il est désormais temps de ramener les eaux de Yosef en Eretz Israël. Ceux qui ont pensé pendant une seule seconde qu'on pouvait encore rester en Égypte, eh ben, ils meurent. C'est ça, oui, on en est là. Oui, on en est là. On est à la sortie d'Égypte. Mais on pleure quand même les 4/5e qui ne sont pas sortis d'Égypte. Vous voyez à quel point. À ce stade-là de notre étude, parce que j'ai besoin encore de vous démontrer à quel point la Torah est d'une actualité constante. Non, c'est sûr. Nous sommes à une autre génération. Donc, ceux qui veulent se rattacher coûte que coûte, automatiquement, encore une fois, ils se coupent du lien vital à la nation. Bon gré, malgré eux. Gdoulaï Meshumkar, ils se disent, écoute, automatiquement, c'est pas, il y a clairement, il faut développer ce besoin de se rattacher à la nation. Il faut on a un besoin de cela. Si ce besoin-là n'est pas évoqué, automatiquement, malheureusement, on est dans une situation terrible. On doit se rendre compte à quel point on a besoin du klal. On doit se rendre compte, quand on est en exil, pour le coup, eh bien, on doit se rendre compte de l'amertume de l'exil. Parce que quand on se rend compte de l'amertume de l'exil, eh bien, on est prêt à sortir. Mais si on se sent bien avec l'amertume de l'exil, ben, on a un problème. On n'est même pas conscient que c'est amer. Donc, ça va se développer, encore une fois. L'individu en tant que tel se sait capable, possible de vivre uniquement en étant rattaché au klal. Chez Kol Yachid, mais Israël, Iskak la klal. C'est tellement vrai, en plus, tu parles de Torah, tu parles de vie spirituelle en dehors des Israël, mais on a bien vu
à quel point c'était impensable pour un juif qui voulait conserver sa judaïcité de vivre en dehors du ghetto voulu. Tu appelles ça le ghetto, tu appelles ça le melach, tu appelles ça le shtetl, tu appelles ce que tu veux. Automatiquement, pour exister, pour demeurer profondément juif, il fallait que j'habite dans un quartier. Exactement ça. Non, ou alors, on prend bien. J'ai jamais eu autant de restaurants cachers à Paris. Voilà, c'est tout le problème. Tu vas à Brooklyn, il y a plein de trucs qui sont écrits en hébreu. Alors, et ça, je l'ai entendu de toutes parts. Oui, oui. Spirituel et moins spirituel, on va dire. La sortie d'Égypte, on n'était pas. Tout le peuple n'est pas sorti. Juif, culture. Ceux qui sont sortis de Goshen. Moi, je n'ai jamais vécu dans une culture française. J'ai toujours vécu dans un village juif. Partout où j'étais, à Côte, en Tunisie, et pas en Tunisie, ça n'existait pas. C'est rare qui fait le cours. J'habitais dans une ville qui s'appelait Sousse, c'était juive, c'est une ville juive. Il n'y avait que des juifs partout. Ah non, il y avait beaucoup d'arabes aussi à Sousse quand même. Quel arabe? Non, partout sur la tête, c'était juif. Arrêtez de m'énerver. Ne m'énervez pas. Hein. Je vous dis que je n'ai pas de culture française. Voilà. Ah, je suis rassuré. Moi, j'ai toujours été. C'est vrai que c'est connu. Proche, c'est vrai que c'est connu que les Juifs tunisiens vraiment crachent sur la Tunisie à longueur de journée, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais c'est la belle-mère de ma fille qui me dit il y a beaucoup d'arabes en Israël. Je dis mais enfin, vous arrivez du Maroc. Ah ben non, il n'y a pas autant d'arabes. C'est vrai qu'au Maroc, d'ailleurs, je crois qu'au Maroc, c'est connu que ce n'est pas un pays arabe. Tu crois? Non, quand j'entends le rapport à la culture française, j'ai entendu que la culture. David, c'était. David, mon problème, j'espère que c'est bien clair aussi, c'est bon de le rappeler, n'est pas par rapport à la culture française en tant que telle. Moi-même, je ne suis pas né en Algérie, n'est-ce pas? Je suis virulent à l'égard de toutes les cultures. Comme je peux apprécier toutes les cultures parce qu'elles m'intéressent à titre pas seulement sociologique, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autrui. Mais c'est une culture qui doit m'être étrangère. En français déjà. Oui, mais c'est une culture, je traduis en plus dans ma tête, comme tu sais, pas seulement sémantiquement, mais philosophiquement, je traduis des choses de l'hébreu au français pour les faire entendre, et Dieu sait combien j'essaye, et combien ça m'est difficile de voir parfois la difficulté de termes comme qui sont utilisés en français, mais on s'en fout que ce soit français, tunisien, algérien, ce que tu veux. Je vous rappelle pour le coup, parce que David m'invite à le rappeler, quand il y a des juifs d'origine tunisienne qui ont demandé au Rav Mazouz qu'ils avaient l'habitude, apparemment il y avait une communauté qui avait l'habitude de demander la pluie le 7 Cheshvan comme en Israël. D'accord? Le Rav Mazouz, d'accord? Faut voir comment est-ce qu'il leur a répondu. Il les a mitraillés, j'ai envie de dire, il les a raillés. Il leur a dit, mais oui, mais tant qu'à faire, faites aussi les promotos masrot en Tunisie, les fruits et légumes en Tunisie. On a à l'heure actuelle, c'est pour ça que quand tu me dis Tunisie, tu n'as pas culture française, on a à l'heure actuelle des juifs à Djerba, le 9 Av, ils continuent à faire toutes les lamentations, et il se prévaut d'avoir les murailles, les pierres du deuxième temple de Jérusalem qui est arrivé à Djerba. Mais ils sont où, Ribono Sheolam? Ils restent à Djerba. Mais moi, les juifs de Djerba, je ne pense pas à ça. Je te dis que j'étais dans le... Toi, ça dit que tu parles encore une fois individuellement. Non, j'ai suffisamment de connaissances. Non, j'ai des photos de classe à 10-12 ans où il y avait 99% que des juifs. J'ai vécu juivement. C'est marrant qu'on ne comprend pas encore ce que je dis. Pourtant, j'essaie d'être le plus clair possible et je vois qu'on n'est pas encore clair par rapport à ce que je dis. Tu as des juifs du monde entier qui ont la nostalgie du petit village d'Oran, de la Goulette en Tunisie. Arrête de me casser la tête, j'en supplie. Arrête de me casser la tête. Mais mec, arrête de me casser quand tu dis ça. Il va m'énerver. Je n'ai pas cette nostalgie. Parle pas de moi, parle de d'autres. Eh bien, je suis très content pour toi. Eh bien, je suis très content pour toi. Je préserve. Je suis très content pour toi, mais ce n'est pas... Jamais j'ai eu la nostalgie. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on t'enseignait à l'école, enfin, David, dans cette classe où il y a 99? À l'école, on apprend l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français, l'orthographe. Nos ancêtres les Gaulois. Hein? Nos ancêtres les Gaulois. Non, on ne parlait pas de la Gaule à l'école. Non, d'accord. Ni des Romains.
Ah, arrête. Bon, Non, ok, David. c'est une expression dont j'ai horreur. David, je suis très heureux pour toi. Moi, Il j'étais- n'en demeure pas moins. j'étais- Alors, à part David, Ah. Baruch Hashem, à part David, la majorité, J'étais malheureusement, un qui a fou été. d'Israël, moi, depuis Mais l'âge de 10 ans. À je me part rappelle. David Baruch Hashem, la majorité, semble-t-il, d'un certain nombre de juifs, malheureusement, et l'histoire l'a montré, et les statistiques l'ont montré, eh bien, ont vécu dans une intoxication culturelle qui les a nuits. Les juifs sont sortis, en l'occurrence du shtetl, pour aller pouvoir étudier à l'université de Düsseldorf. Les juifs d'Algérie, malheureusement, sont devenus des grandes pointures intellectuelles, une partie d'entre eux, et là, ça les a amenés aussi, encore une fois, à s'assimiler. Exactement, qui est rentré à l'âge de 30 ans là. Quand on voit Agar, celui qui a écrit Agar, Albert Memmi, voilà, qui était algérien ou marocain, certainement, qui était algérien ou marocain, qui ne devait certainement pas être juif tunisien. C'est-à-dire, en tous les cas, la haine de soi. exactement. C'est pour ça que je ne suis pas Laisse féru. tomber, laisse, ils ne savent rien. C'est je pour comprends ça. pas. Ça ne me regarde pas. Hein. C'est savent pour pas ce ça. que c'est, là, Mais dedans. c'est pour ça que je dis à chaque fois. Généralisation. Malheureusement, Non, mais c'est rien. Je n'ai rien d'occidental. Je répète, n'ai- je suis très à 9 ans, j'étais à Shomer HaTzaïr. J'étais encore plus juif, plus juif. Je n'ai vécu que dans le juiverie. Tu veux que je t'explique ce que c'est qu'un Shomer HaTzaïr? Voilà. Tu es intéressé à... Tu veux vraiment ouvrir le débat sur la Shomer Et HaTzaïr? j'ai raté ma coche. Je n'ai pas raté parce que j'ai connu ma femme. Je devais partir en Israël, j'avais Mais 16 encore une ans. fois. Une deuxième fois, 18 ans. Et à l'époque, c'était parce que je ne voulais pas laisser mes parents. David, on peut essayer d'avancer juste un petit Voilà, peu. vas-y, continue. Je te remercie. D'accord. D'accord, ok. Il y a, encore une fois, c'est important pour moi de bien le signifier, je n'apporte aucun, et j'espère que c'est bien entendu comme cela, sinon je m'en excuse, je n'apporte aucun reproche vis-à-vis des gens qui sont assis à cette table. Ce n'est pas la question. Nous sommes en train de dépeindre une réalité. D'accord? Et il est vrai, je suis navré, mais je suis obligé de le remettre sur le tapis parce qu'il apparemment il est vrai. Il est vrai que la Shomer HaTzaïr est un mouvement qui est connu pour son grand amour de la Torah et son grand amour du Kodesh. Attends. Tu vas prendre la Shomer HaTzaïr maintenant. Non, mais moi, Avec la Torah. J'étais à la Beth Knesset tout le temps, le Shomer HaTzaïr. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Hazak ou Baruch? Allez. Arrête. Veu Moussar. Je poursuis. Je poursuis. Shel Yechid Misraël Iskak Laklal, que le peuple juif, encore une fois, que l'identité de chacun reconnaît son lien indéfectible à l'égard du collectif. C'est grâce à cela qu'il existe, grâce à ça qu'il agit. Veu Moser Tamid et Nafsho Mibli Liot Nikra Miaouma. Il donne clairement, encore une fois, constamment sa vie sans être déchiré de la nation. Il faut se rendre compte que, et Dieu sait combien on le sait, combien de personnes sont déchirées entre le lien à la nation et leurs aspirations individuelles. Dans la tradition juive, pour le coup, dans le peuple juif, ça n'a jamais existé. À titre collectif, à titre individuel, on peut mettre plein de réserves par rapport à cela. N'est-ce pas? Mais dans l'échelle même de la nation, ne serait-ce que dans notre manière d'être, de faire des mitzvot, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas à faire, tout cela s'inscrit dans un programme, j'ai envie de dire, qui est ce qu'on appelle méta-DNA, transgénétique, au sens ésotérique du terme. Encore une fois, tant qu'on s'est rattaché à notre identité juive, automatiquement, je parle en tant que réalité vivante, n'est-ce pas? Eh bien, on a été prêt à donner sa vie pour. Dès qu'on s'en est coupé, automatiquement, malheureusement, eh bien, ça a eu des implications dramatiques. C'est une réalité historique motivée par les nations d'avoir voulu nous empêcher d'être rattachés à cet élan vital. Certains, en arrivant d'Afrique du Nord en France, pour le coup, puisque nous avaient demandé d'avoir
un signe distinctif. Le fil rouge sur le chapeau, je sais pas quoi. Là, tu sais, le chapeau. Ouais. Un signe distinctif. Eh bien, certains juifs ont dit, je vais arriver en France, je vais le garder. Très bien, qu'on me distingue des autres. Mais on a naturellement, bon nombre d'entre nous, avons une envie de s'intégrer, et c'est là où la nuance, elle est très, très fine. S'intégrer, s'émanciper, s'assimiler. La nuance, elle est très fine entre les deux. Et elle est presque inévitable, malheureusement. Donc, on essaie de se protéger du mieux qu'on peut. Mais c'est inscrit dans notre entité, encore une fois, cette volonté de retrouver cette notion, encore une fois, cet esprit collectif. Est-ce que c'est clair, c'est clair sur ce point? Achab. Je vais, parce que on commence une nouvelle phrase, je vais terminer comme ça. Tu commences? Omnam Tsimorot, Ken. Non, je vais m'arrêter parce que c'est long. Ce troisième paragraphe est long. C'est pour ça que je ne veux pas. Non, oui, après c'est Omnam Tsimorot. C'est une nouvelle phrase. Donc on s'arrête à... Oui, on va s'arrêter là. Ken Mimeno, exactement. D'accord? On a une rotazana, les Je voudrais juste rappeler, puisque j'ai l'occasion de le faire, Huitième ligne au milieu. à propos de cette situation de... Oui, à partir du début du guillemets. Quelqu'un dans le troisième paragraphe. Au Au milieu. Tu vois le point? Ah, d'accord, ok. Ouais, juste rappeler, parce qu'il y a ce mouvement de jeunesse, le Bétar, on le connaît, et on connaît aussi la Shemara Tzaïr, mais c'est très intéressant de se rappeler que, pour le coup, Jabotinsky, qui a des poésies, des textes extraordinaires, le Bétar par rapport bien évidemment à Yair Steren, tout un... On a ces gens-là qui ont été animés par un amour inconditionnel à l'égard du collectif. Pour reprendre la remarque, c'est très juste ce qu'a dit tout à l'heure David, et je vais vraiment de nuancer. La Shemara Tzaïr, c'est la réponse à un problème. Qu'est-ce que j'appelle la réponse à un problème? Le Bétar dans une autre dimension. Mais Jabotinsky est inspiré, bon, certains diront il est messianique, est inspiré par quelque chose qui relève du collectif, et il est face à des communautés spirituelles qui ne voient le judaïsme comme étant une religion. Donc, eh bien, je me permettrai, c'est mon analyse, de ne voir dans le judaïsme qu'une dimension individuelle. Ce qui sort de ce que nous venons de lire maintenant, c'est que les gens s'inscrivent dans un collectif. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il y a une tension quand on est en exil, parce qu'il y a cette distinction, cette scission entre les deux, entre ce collectif et cet individu. Mais même si, que ce soit en Tunisie ou en France ou ailleurs, la base de la Shomera Tzaïr a été quelque chose de très impliqué dans le collectif, malheureusement, ça a été aussi en parallèle avec certains propos, et en Israël encore plus vécus, avec certains comportements qui vont être très virulents à l'égard de la Torah. Et donc, automatiquement, c'est une double tension malheureusement, qui a amené à des choses très problématiques jusqu'à notre génération actuelle. Le Bétar, pour le coup, a aussi été inscrit dans cette dimension du collectif. Mais étrangement, si je puis dire, eh bien, on a vu des gens beaucoup plus proches de la tradition dans le Bétar que dans la Shomera Tzaïr. Maintenant, quand je dis cela, ce n'est pas un reproche ni sur un mouvement ni sur un autre. J'étais moi-même au ZEI, je n'étais pas ni au Bnei Akiva, ni même à Ariel comme mes enfants actuellement. Mais tous ces mouvements de jeunesse ont insufflé un souffle très important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois Bétar, à la fois la Shomera Tzaïr, à la fois Bnei Akiva, de manière officielle, ce sont des mouvements qui sont rattachés à Israël. On ne parlait que de ça. Jeune. Oui, mais, et c'est ce que modestement je vous apporte, c'est de penser qu'il ne peut pas y avoir, pour les Sfaradim, c'était Baruch Hashem, moins radical à ce niveau-là.
Mais il ne peut pas y avoir de scissure entre la Torah et Eretz Israël, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et quand dans le monde ashkénaze surtout, on a opéré cette scission entre les deux, automatiquement, ça a eu des implications qui étaient dramatiques. Et encore une fois, le klal étant pas un ensemble d'individus, mais étant la neshama du peuple qui va agir insufflé par ce souffle divin. C'est clair? Tom, nous poursuivrons la prochaine fois.